Personne de ma famille n'est venu à mon mariage. Le lendemain matin, maman a envoyé un message, « J'ai besoin de 8600 $ pour ta sœur. » J'ai envoyé $1. 2 semaines plus tard, elle s'est présentée avec la police. Maman a pâli. Je m'appelle Mia Parker. J'ai 34 ans et j'authentifie les dossiers de propriété d'œuvres d'art rares à Santa Fe, ce qui signifie que je gagne ma vie en trouvant la vérité que les gens essaient d'enterrer sur le papier. Mais le jour de mon mariage, j'ai continué à fixer 4 chaises vides et à faire semblant de ne pas déjà connaître la vérité sur ma propre famille. Personne n'est venu, ni mes parents, ni ma petite sœur. 30 minutes avant la cérémonie, ma mère a envoyé un message qui disait « Certaines célébrations forcent les gens à choisir leur camp. Nous avons fait notre choix. » Ensuite, elle a supprimé de l'album familial en ligne chaque photographie d'enfance sur laquelle j'apparaissais. Je l'ai appris parce que mon téléphone n'arrêtait pas de recevoir des notifications de suppression pendant que je me tenais dans ma robe de mariée. Mon fiancé a pris le téléphone de ma main avant que je puisse lire le reste. Je l'ai épousé quand même, entouré de personnes qui avaient choisi d'être présentes. Le lendemain matin à 7h12, ma mère a envoyé un message comme si de rien n'était, « J'ai besoin de 8600 $ pour la compte du mariage de ta sœur. Envoie le montant avant midi. » Ne fais pas honte à cette famille une fois de plus. Elle a ajouté que si je refusais, elle dirait à nos proches que mon mari m'avait manipulé pour les abandonner. J'ai ouvert mon application bancaire, j'ai transféré $1 et j'ai écrit dans le mémo, « Paiement pour le siège que vous avez laissé vide. » Ensuite, j'ai annulé le transfert mensuel que j'avais discrètement envoyé à mes parents pendant 6 ans. 2 semaines plus tard, 3 coups violents ont fait trembler notre porte d'entrée. Ma mère se tenait dehors avec 2 policiers et un dossier étiqueté fraude familiale. Elle a souri jusqu'à ce que j'ouvre mon propre dossier. Ensuite, toute trace de couleur a disparu de son visage. Avant que je n'explique ce qu'il y avait à l'intérieur et pourquoi une policière a immédiatement demandé à ma mère de s'éloigner de la porte, « Dites-moi quelle heure il est chez vous et d'où vous regardez ? Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage. » Le transfert de $1 n'était pas une blague impulsive. C'était le premier paiement honnête que j'avais jamais fait à ma famille. Pendant 6 ans, j'avais envoyé à mes parents 1200 $ chaque mois via un compte que ma mère appelait la réserve familiale Parker. Elle l'avait créé après que l'entreprise de sous-traitance de mon père a commencé à perdre des clients, me disant que l'argent couvrirait les impôts fonciers, les frais médicaux et les urgences. Je l'ai cru parce que se rendre utile avait toujours été la chose la plus proche de l'affection que j'ai reçue. Chaque fois que je remettais en question un retrait, elle me rappelait qu'elle m'avait nourri, habillé et permis d'aller à l'université. Elle n'a jamais mentionné que j'avais obtenu des bourses d'études, travaillé de nuit à cataloguer les archives du musée et remboursé chaque $1 de ma dette étudiante moi-même. On n'a jamais demandé à ma petite sœur de contribuer. Selon ma mère, elle cherchait encore sa voie, bien qu'elle ait 29 ans et ait changé de thème de mariage 3 fois en une seule année. Le matin suivant mon mariage, ma mère ne m'a pas félicité, ne m'a pas demandé si j'étais heureuse, ni expliqué pourquoi la famille était restée à l'écart. Elle a exigé 8600 $ parce que ma sœur voulait payer un acompte sur un complexe hôtelier dans le désert avec un toit en verre à l'extérieur de Sedona. Le lieu n'était apparemment disponible que pendant 48 heures. Ma mère a joint une capture d'écran de la page de paiement et a écrit « Tu lui dois un beau jour après avoir volé l'attention avec ta petite cérémonie. » J'ai fixé le mot doigt jusqu'à ce qu'il perde tout son sens. Mon mariage avait rassemblé 42 invités dans un atelier de poterie converti. Nous avons servi de la nourriture locale, utilisé des tables en bois emprunté et tout payé nous-mêmes. Ma mère l'avait qualifié de bon marché, et pourtant, elle s'attendait à ce que je finance un lieu coûtant plus cher que la totalité de ma réception. Quand j'ai refusé, elle a envoyé 6 autres messages à partir de numéros différents. D'abord est venue la culpabilité, ta sœur a pleuré toute la nuit à cause de toi. Ensuite est venue la révision, nous avons manqué ton mariage parce que la famille de ton mari nous a fait nous sentir indésirables. C'était faux. Les parents de mon mari leur avaient envoyé des invitations écrites à la main et avaient proposé d'organiser le transport. Ensuite est venue la menace, les gens devraient savoir quel genre d'homme isole une fille de sa famille. Son employeur pourrait être intéressé. Mon mari, Owen Brooks, travaillait comme ingénieur en atténuation des feux de forêt pour une entreprise de service public régional. Sa réputation comptait parce que les communautés faisaient confiance à ses évaluations de sécurité. Ma mère savait qu'une fausse accusation pourrait lui nuire, même si elle finissait par être réfutée. C'est à ce moment que ma colère est devenue quelque chose de plus froid et de plus utile.
J'ai arrêté de répondre et j'ai commencé à rassembler des documents. Au travail, j'examinais les faux dossiers de provenance en comparant les dates, les signatures, les métadonnées, les relevés bancaires et les petites incohérences que les menteurs négligents. J'ai décidé d'appliquer la même méthode à ma famille. J'ai téléchargé 6 années de relevés de la réserve familiale par cœur. Le compte était à mon nom parce que mon crédit avait rempli les conditions pour obtenir les meilleures offres, mais ma mère avait un accès autorisé. Je m'attendais à voir des impôts et des factures médicales. Au lieu de cela, j'ai trouvé des acomptes pour des complexes hôteliers, des procédures cosmétiques, des achats dans des boutiques, des paiements à un organisateur de mariage et des transferts récurrents vers un compte identifié seulement par 4 chiffres. Au cours des 18 mois précédents, plus de 37 000 $ avaient disparu. Le retrait le plus récent était exactement de 8 600 $, effectué 3 jours avant mon mariage, puis annulé pour documentation insuffisante. Ma mère ne me demandait pas de fournir un nouvel acompte de mariage. Elle me demandait de remplacer l'argent qu'elle avait déjà essayé de prendre. Ce soir-là, j'ai commencé un document privé intitulé La lettre que je n'enverrai jamais. J'ai écrit, « Chère maman, tu m'as appris que les dossiers ne comptent que lorsqu'ils te protègent. Ma carrière m'a appris que les dossiers comptent le plus quand quelqu'un veut qu'ils soient oubliés. Je ne l'ai pas envoyé. Au lieu de cela, j'ai annulé son accès, gelé les transferts sortants, changé chaque mot de passe et notifié la banque que les futures demandes nécessiteraient ma signature physique. Puis j'ai découvert quelque chose de pire. L'adresse électronique de contact liée au compte avait été modifiée 4 mois plus tôt pour une adresse utilisant mon nom, mais je ne l'avais jamais créée. Quelqu'un recevait les notifications du compte tout en se faisant passer pour moi. J'ai appelé le service des fraudes de la banque et j'ai appris qu'une demande avait récemment été soumise pour ajouter ma sœur en tant que copropriétaire. La demande comprenait une signature scannée qui ressemblait à la mienne de loin. De près, la lettre M se courbait dans la mauvaise direction. J'avais vu cette même écriture sur chaque carte d'anniversaire que ma mère avait jamais signée. J'ai réalisé que la demande de 8 600 $ n'était pas le début du complot. C'était le moment où le complot a échoué. Avant de me coucher, j'ai tout sauvegardé à 3 endroits différents et j'ai dit à Owen exactement ce que j'avais trouvé. Il ne m'a pas dit de leur pardonner ou de me calmer. Il a posé une question, « Jusqu'où penses-tu qu'elle ira pour garder cela caché ?» 2 semaines plus tard, j'ai reçu ma réponse à la porte d'entrée. Les policiers ne sont pas arrivés avec des sirènes, des menottes ou un mandat d'arrêt. Ils sont venus parce que ma mère avait déposé une plainte détaillée affirmant que j'avais pris le contrôle d'un compte familial partagé, retiré de l'argent appartenant à mes parents et utilisé des transferts électroniques pour l'intimider. Sur le papier, son histoire semblait plus crédible que de crier qu'un paiement de $1 était du harcèlement. Elle avait apporté des relevés imprimés, des captures d'écran et une déclaration notariée signée par mon père. Elle a dit aux policiers que le compte contenait le produit de la vente de la terre de ma grand-mère et que je m'étais porté volontaire pour gérer ces fonds en raison de mon expérience financière. Presque chaque phrase était fausse, mais le dossier donnait à ces mensonges un aspect organisé. C'était son véritable talent. Ma mère comprenait que les gens confondent souvent la paperasse avec la preuve. Une policière s'est présentée comme étant l'agent Elena Ruiz. Son partenaire est resté près de l'allée pendant qu'elle expliquait que personne n'était en état d'arrestation, mais qu'ils avaient besoin de clarifications concernant la propriété du compte et une menace présumée. Ma mère s'est immédiatement avancée et a dit, « Elle vole sa propre famille parce que nous ne voulions pas approuver son mariage. » Elle a brandi une capture d'écran de mon transfert de $1. Le mémo était visible en dessous. Regardez cela. Elle se moque de moi. J'ai demandé à l'agent Ruiz si elle voulait examiner les dossiers à l'intérieur ou sur le porche. Ma mère a interrompu, disant que j'étais manipulatrice et formée pour fabriquer des documents. C'est à ce moment que j'ai compris pourquoi elle avait contacté l'employeur d'Owen avant de venir. Elle voulait établir un modèle. Fille instable, mari contrôlant, argent familial disputé. Si je devenais émotive, je compléterais le tableau pour elle. J'ai invité les policiers dans la cuisine pendant que ma mère suivait sans y être invitée. Owen se tenait près du comptoir, mais me laissait parler. J'ai présenté l'accord de compte original, montrant que j'avais ouvert le compte avec mon salaire et que j'en restais la seule propriétaire légale. Ensuite sont venues 6 années de dépôt direct depuis mon compte courant personnel. Il n'y avait aucun dépôt de mes parents, aucun produit de vente de terrain et aucun transfert d'héritage. Puis j'ai affiché l'autorisation d'accès accordant à ma mère la permission de payer des dépenses ménagères spécifiques,
suivi de la notification bancaire confirmant que l'autorisation avait été révoquée. L'agent Ruiz a examiné les dates. L'expression de ma mère s'est durcie, mais elle avait toujours l'air confiante. Cela ne prouve pas que l'argent n'était pas à nous, a-t-elle dit. Les familles n'ont pas besoin de contrat pour tout. J'étais d'accord. Puis j'ai ouvert le rapport de transaction. J'avais divisé les retraits en 3 catégories. La première contenait des dépenses légitimes que j'avais sciemment couvertes, impôts fonciers, assurance et 2 factures médicales. La deuxième contenait des dépenses personnelles discutables, des séjours à l'hôtel, des vêtements de luxe, une clinique esthétique et des paiements pour l'organisateur de mariage de ma sœur. La troisième catégorie contenait des transferts vers le compte inconnu se terminant par 4419. J'ai montré à l'agent Ruiz un courriel de la banque confirmant que le compte 4419 appartenait à Diane Parker, ma mère, et n'était pas détenu conjointement. Ma mère a dit que ces transferts la remboursaient pour des dépenses. J'ai demandé si elle avait des reçus. Elle a dit qu'elle les avait jetés. Puis j'ai présenté le formulaire de copropriétaire falsifié portant ma signature copiée, la fausse adresse électronique créée en mon nom et les métadonnées montrant que le document avait été téléchargé depuis une connexion Internet enregistrée au domicile de mes parents. Le visage de ma mère a perdu ses couleurs. Mon père, Raymond Parker, était resté dans la voiture jusqu'à ce moment-là. Quand l'agent Ruiz lui a demandé d'entrer, il est entré en ressemblant moins à un parent en colère et plus à un homme qui venait de réaliser que sa signature était attachée à quelque chose de criminel. L'officier a demandé à ma mère si elle avait soumis le formulaire. Elle a dit que ma sœur gérait les finances du mariage et avait peut-être fait une erreur. Puis elle a prétendu que mon père l'avait fait. Mon père l'a regardé et a dit, « Tu m'as dit que Mia l'avait approuvé. » C'était la première fissure. Ma mère a récupéré rapidement et m'a pointé du doigt. Elle nous a donné cet argent. Les cadeaux ne peuvent pas être repris. L'agent Ruiz a expliqué que la révocation de l'accès futur à un compte n'était pas un vol. Déposer une plainte sciemment fausse, soumettre des documents bancaires falsifiés et usurper l'identité d'un titulaire de compte étaient d'autres problèmes. Les mains de ma mère ont commencé à trembler. Elle a exigé que les officiers m'arrêtent pour abus émotionnel. L'agent Ruiz lui a demandé de sortir. Cela aurait dû mettre fin à la rencontre, mais ma mère avait une dernière arme. De son dossier, elle a sorti un courriel imprimé prétendument écrit par moi. Il disait que je détruirais le mariage de ma sœur, que j'exposerais la famille et que je m'assurerais que ma mère finisse sans abri. Le message avait été envoyé depuis la fausse adresse utilisant mon nom. Ma mère supposait que cela m'effraierait parce qu'il avait l'air méchant. Au lieu de cela, il a complété la chaîne de preuves. J'avais déjà obtenu l'historique de connexion pour cet email par le biais de l'enquête sur la fraude de la banque. Chaque accès provenait de près de l'adresse de mes parents. J'ai remis le rapport à l'agent Ruiz. Elle l'a étudié, a regardé ma mère par la fenêtre et a demandé si je souhaitais déposer une plainte officielle. J'ai dit oui. Ma mère était arrivée en s'attendant à ce que la police fasse pression sur moi pour restaurer son accès. Au lieu de cela, elle est partie avec un numéro de dossier et des instructions de ne pas me contacter sauf par le biais d'un conseiller juridique. Personne ne l'a menotté cet après-midi-là, mais l'humiliation a été immédiate. 2 voisins l'ont regardé se disputer à côté de la voiture de patrouille pendant que mon père se tenait à plusieurs mètres de là, refusant de la défendre. Avant de partir, l'agent Ruiz m'a dit que les documents bancaires pourraient être transférés à un enquêteur sur les crimes financiers. Ma mère l'a entendu. Pour la première fois de ma vie, elle n'a pas eu l'air furieuse contre moi. Elle avait l'air d'avoir peur de ce que ses propres dossiers allaient dire. Pourtant, la révélation la plus douloureuse est venue après le départ des officiers. Mon père est revenu seul, a posé une enveloppe scellée sur ma table et a dit « Ta mère n'est pas la seule personne qui t'a menti. » À l'intérieur, il y avait une photographie datant de 10 ans, un chèque annulé portant mon nom et la preuve que la trahison de ma famille avait commencé bien avant le mariage. Le chèque annulé était d'un montant de 24 000 $ émis à partir d'un fonds de placement que ma grand-mère avait créé pour moi avant sa mort. Je n'avais jamais vu le chèque, je ne l'avais jamais signé et je n'avais jamais reçu l'argent. Selon l'endossement, il avait été déposé sur le compte professionnel de mes parents pendant ma dernière année d'université. Mon père s'est assis à la table de la cuisine avec ses coudes sur les genoux et a avoué que le fonds de placement était censé m'aider à ouvrir un studio de restauration d'art après l'obtention de mon diplôme. Ma mère lui avait dit que j'avais accepté de leur prêter l'argent parce que leur entreprise de construction faisait faillite. Il a dit qu'il l'avait cru parce qu'elle lui avait montré un email portant mon nom.
Une autre fausse adresse. Un autre faux message. Ils ont utilisé l'argent pour régler des dettes fiscales et payer la première année de ma sœur dans une école de design privée. Quand j'ai demandé plus tard pourquoi ma grand-mère ne m'avait rien laissé, ma mère a dit que les factures médicales avaient englouti la succession. J'avais cru cela aussi. Je voulais que mon père me dise qu'il avait été complètement trompé. Mais la vérité était plus laide. Il savait que la signature sur le chèque ne semblait pas correcte. Il savait que ma grand-mère préférait les conversations directes aux emails. Il savait aussi que je faisais 2 travaux tout en fréquentant l'université. Il a choisi de ne pas poser de questions parce que l'argent réglait son problème. Je me suis dit que nous le rembourserions, a-t-il dit. Puis les affaires ont empiré et ta mère a dit que d'en parler ne ferait que diviser la famille. J'ai demandé pourquoi il avait signé la déclaration de la police. Il a regardé le sol. Ma mère lui avait dit que le compte familial contenait le remboursement de l'argent du fonds de placement volé et que je le reprenais maintenant. Il a signé sans lire à nouveau les relevés bancaires. Le silence avait été plus facile que la vérité. C'est alors que ma mère est revenue. Elle avait apparemment refusé de partir avec la policière jusqu'à ce qu'elle soit avertie qu'elle pourrait être citée à comparaître pour avoir fait obstruction à la conversation. Elle est entrée dans ma cuisine et a vu le chèque annulé sur la table. Ses yeux sont passés de mon père à moi. « Tu n'avais pas le droit de lui montrer cela, a-t-elle dit. »« Pas, je suis désolé. »« Pas, laisse-moi t'expliquer. » Sa première préoccupation était le contrôle. J'ai ouvert la lettre que je n'avais jamais eu l'intention d'envoyer et j'ai lu une phrase à haute voix, « Chaque fois que tu m'as qualifié d'égoïste, tu te tenais sur quelque chose que tu m'avais pris. » Elle a ri, mais le son était cassant. Elle a dit, « Les parents font des sacrifices que les enfants ne comprennent jamais. » Elle a affirmé que l'argent du fonds de placement avait gardé un toit au-dessus de la tête de tout le monde et m'avait donc profité. Je lui ai rappelé que j'avais déjà emménagé dans un logement étudiant et que je payais mon propre loyer lorsqu'ils l'ont encaissé. Elle a alors changé de tactique. Elle a dit que ma grand-mère avait été mentalement confuse et n'aurait jamais dû me laisser plus qu'à ma sœur. Selon elle, prendre l'argent avait corrigé une injustice. Owen lui a demandé de partir. Ma mère l'a ignoré et s'est tournée vers moi. Elle a dit qu'il m'empoisonnait contre la famille, tout comme mon petit ami de l'université avait autrefois essayé de le faire. Cette phrase m'a arrêté. Des années plus tôt, je sortais avec un étudiant en photographie nommé Caleb, qui m'avait encouragé à accepter un stage à Chicago. Une semaine avant que je ne doive partir, il a mis fin à la relation par un bref email disant que j'étais trop dépendante de ma famille et qu'il ne voulait plus aucun contact. J'avais été dévasté et j'avais décliné le stage. Ma mère a passé des mois à me dire que ce rejet prouvait que les hommes ambitieux m'abandonneraient toujours. Maintenant, en l'écoutant le mentionner, j'ai remarqué la même satisfaction dans sa voix que celle dont je me souvenais de cet été-là. J'ai demandé comment elle savait que Caleb s'était opposé à ma famille. Son email de rupture ne les avait jamais mentionnés. Ma mère s'est figée. Mon père l'a regardée et le silence a répondu avant elle. Des années plus tôt, elle avait appelé Caleb en faisant semblant de s'inquiéter de ma santé mentale. Elle lui a dit que j'avais de graves dettes, des humeurs instables et des antécédents de mensonges. Ensuite, elle a accédé à mes emails, s'est envoyé le message de rupture comme preuve, a supprimé ses réponses et m'a convaincu qu'il avait disparu. Elle l'a fait parce que le stage m'aurait éloigné de 2 États au moment exact où mes parents avaient besoin de quelqu'un avec un bon crédit pour garantir un prêt commercial. Ma relation n'avait pas simplement échoué. Ma mère l'avait démantelée pour me garder financièrement disponible. Mon père a chuchoté son nom comme s'il ne l'avait jamais rencontré auparavant. Elle s'est retournée contre lui, l'accusant de faiblesse et lui rappelant qu'il avait profité de l'argent. Puis ma sœur, Haley Parker, a appelé le téléphone de mon père. Il a accidentellement répondu sur haut-parleur. Elle a demandé, « Est-ce que Mia a trouvé le chèque du fonds de placement ?» La pièce est devenue complètement silencieuse. Ma sœur savait. Peut-être pas depuis le début, mais depuis assez longtemps pour anticiper ce moment. Ma mère a attrapé le téléphone et a mis fin à l'appel. J'ai senti quelque chose se mettre en place à l'intérieur de moi. Pas se briser parce que ça se brisait depuis des années, mais prendre sa forme définitive. Il ne s'agissait plus d'un parent contrôlant et de plusieurs proches confus. Chacun d'eux avait profité de mon ignorance. J'ai dit à ma mère que chaque document irait à l'enquêteur de la banque et à mon avocat. Je ne publierai pas d'accusation en ligne, je ne la menacerai pas et je ne créerai pas de spectacle public.
J'allais simplement cesser de la protéger des conséquences factuelles de ses choix. Elle a dit que si j'exposais le fonds de placement, mon père pourrait perdre ses derniers contrats commerciaux et le mariage de ma sœur s'effondrerait. Alors peut-être qu'il devrait savoir combien leur confort a coûté, ai-je répondu. Mon père a demandé s'il y avait quelque chose qu'il pouvait faire. Je lui ai dit que la vérité livrée seulement après la découverte n'était pas du courage. C'était du contrôle des dégâts. Alors qu'il partait, ma mère a regardé en arrière et a prévenu que Haley ne me pardonnerait jamais d'avoir ruiné son avenir. Le lendemain matin, Haley a demandé une rencontre privée. Elle a dit qu'elle voulait expliquer ce qu'elle savait. Mais avant d'accepter, je me suis demandé si elle venait en tant que ma sœur ou en tant que dernière messagère de ma mère. Haley a choisi un café au bord de la route au nord de Santa Fe, à mi-chemin entre nos maisons et loin de quiconque connaissant notre famille. Elle est arrivée avec 20 minutes de retard en portant des lunettes de soleil surdimensionnées, bien que nous soyons assises à l'intérieur. Avant de s'asseoir, elle a demandé si j'avais enregistré la conversation. J'ai dit « non », mais mon avocat m'a conseillé de documenter les futurs contacts par écrit. Elle a levé les yeux au ciel et a dit « c'est exactement ce que maman veut dire. Tu transformes un désaccord familial en affaire criminelle. » Sa première phrase m'a dit qu'elle n'était pas venue s'excuser. Elle était venue négocier. Haley a commencé par dire que notre mère avait toujours été difficile, mais que je réagissais de manière excessive parce que personne n'avait personnellement profité de l'argent du fonds de placement. Je lui ai rappelé qu'une partie avait payé ses frais de scolarité. Elle a dit qu'elle avait 19 ans et n'avait pas su d'où venait l'argent. J'ai cru cette partie. Ensuite, j'ai demandé quand elle avait appris la vérité. Elle a regardé vers la fenêtre et a dit, il y a quelques années. Après plusieurs questions, quelques années sont devenues 4. Elle avait découvert le chèque en aidant notre mère à scanner des documents pour une demande de prêt hypothécaire. Elle l'a confronté et notre mère a dit que l'argent appartenait également aux 2 filles. Au lieu de me le dire, Haley a accepté $12 000 supplémentaires pour une boutique de vêtements qui a fait faillite. Les fonds provenaient du même compte caché qui avait reçu des transferts de ma réserve familiale. Elle a dit qu'elle s'était sentie piégée. Notre mère avait prévenu que révéler la vérité détruirait notre père, les laisserait sans abri et me ferait la détester. J'ai demandé si elle avait envisagé que rester silencieuse pourrait aussi me faire la détester. Elle a pleuré alors, mais les larmes n'ont pas effacé la chronologie. Elle savait que j'envoyais $1 200 chaque mois. Elle savait reniflement que la famille n'était pas venue à mon mariage parce que j'avais refusé de garantir un autre prêt. Elle savait aussi que ma mère prévoyait d'exiger les $8 600 le lendemain matin. En fait, l'acompte du complexe hôtelier avait été l'idée de Haley. Elle et ma mère supposaient que je paierais parce que je le faisais toujours. Quand j'ai transféré $1 à la place, Haley a qualifié cela de cruel. J'ai placé des relevés imprimés sur la table. Il montrait 11 paiements à son organisateur de mariage, à un styliste nuptial et au complexe de Sedona. Pensais-tu que cela venait des économies de maman, ai-je demandé. Elle a admis qu'elle avait arrêté de poser des questions. Puis elle a utilisé la phrase que j'avais entendue tout au long de mon enfance, « tu gagnes plus que le reste d'entre nous ». Je lui ai dit que le revenu n'était pas un consentement. Le succès ne transformait pas le vol en partage. Elle a fait valoir que j'avais toujours agi avec supériorité parce que j'avais quitté la maison, construit une carrière et épousé quelqu'un de stable. Je lui ai dit qu'elle confondait l'indépendance avec le jugement parce que notre mère nous avait entraînés à concourir. Chaque compliment fait à une fille avait été utilisé comme une arme contre l'autre. Quand Haley réussissait, on me qualifiait de froide et jalouse. Quand je réussissais, on disait à Haley que je pensais qu'elle ne valait rien. Notre mère ne se contentait pas de choisir une favorite. Elle changeait constamment la favorite pour qu'aucune de nous ne puisse comparer les notes. Pendant un instant, la défensive de Haley s'est adoucie. Elle a admis que notre mère avait dit aux proches que j'avais délibérément programmé mon mariage près de la fête de fiançailles de Haley pour voler l'attention. Même si Haley a choisi sa date après avoir reçu mon invitation, elle a admis que la famille avait manqué ma cérémonie pour me punir et m'obliger à m'excuser. Elle avait voulu venir, mais craignait de perdre son soutien financier. Cette confession a fait plus mal qu'une insulte directe. On ne l'avait pas empêchée de venir. Elle avait calculé le coût de m'aimer et avait décidé qu'il était trop élevé. Haley a ensuite proposé un accord. Si je retirais ma plainte et restituais suffisamment d'argent pour garantir le complexe hôtelier, elle persuaderait notre mère de reconnaître l'existence du fonds de placement en privé. Pas de police, pas d'avocat,
pas de famille élargie. Nous pourrions recommencer à zéro. J'ai demandé si recommencer à zéro incluait le remboursement. Elle a répondu que le remboursement était irréaliste. J'ai demandé si cela incluait une correction publique auprès des proches à qui l'on avait dit que mon mari m'isolait. Elle a dit que cela humilierait notre mère. Tout dans la paix proposée protégeait les personnes qui m'avaient fait du mal et exigeait des sacrifices uniquement de ma part. Je me suis levé et j'ai dit à Ale que j'aimais la sœur dont je me souvenais, mais que je ne pouvais plus financer la sœur qu'elle avait choisi de devenir. Je ne paierai pas pour son mariage, ne dissimulerai pas les documents falsifiés ni ne communiquerai avec elle tant qu'elle ne pourrait pas assumer ses responsabilités sans marchander. Elle m'a qualifié de vindicative. J'ai laissé $20 pour le café et je suis sorti. Cette nuit-là, j'ai ajouté un autre paragraphe à ma lettre non envoyée. J'ai toujours pensé que ma sœur et moi étions des prisonnières dans la même maison. Aujourd'hui, j'ai appris qu'on lui avait donné une clé et qu'elle avait choisi de ne pas me le dire. 3 jours plus tard, Ale m'a fait suivre une invitation à une réunion de famille. Notre mère affirmait qu'elle possédait des preuves qui mettraient fin à mon mariage, détruiraient ma plainte et expliqueraient pourquoi je n'avais jamais vraiment appartenu à la famille Parker. J'ai failli la supprimer. Puis j'ai remarqué la pièce jointe, une copie de mon acte de naissance avec une ligne noircie. La réunion a eu lieu au domicile de mes parents un dimanche après-midi. J'ai accepté d'y assister seulement après que mon avocat m'ait conseillé que d'entendre la réclamation directement pourrait aider à documenter une tromperie supplémentaire. Owen est venu avec moi, mais nous avons conduit séparément et nous nous sommes garés face à la rue. J'ai également informé l'agent Ruiz que ma mère avait repris contact malgré les instructions précédentes. Je ne m'attendais pas à de la violence. Je m'attendais à du théâtre. Ma mère avait disposé des chaises en demi-cercle comme si elle organisait une intervention. Mon père était assis près de la cheminée, l'air épuisé. Ale était assise à côté de son fiancé, Grant Mercer, un courtier en immobilier commercial à qui l'on avait apparemment seulement dit que je refusais de libérer l'argent de l'héritage familial. 2 des sœurs de ma mère étaient présentes ainsi que notre cousin aîné. Leur présence expliquait l'acte de naissance dramatique. Ma mère voulait des témoins, pas une réconciliation. Elle a commencé par dire que j'avais attaqué la famille parce que j'en voulais à Ale et que j'avais toujours souffert de problèmes d'identité. Puis elle a annoncé que l'homme figurant sur mon acte de naissance n'était pas mon père biologique. Elle a affirmé m'avoir protégé de cette vérité pendant 34 ans et que le fonds de placement de ma grand-mère n'avait jamais été légalement à moi parce que je ne faisais pas partie de la lignée sanguine Parker. Selon elle, prendre l'argent l'avait simplement restitué à la famille légitime. Mon père a fermé les yeux. Ale a fixé la moquette. Les proches m'ont regardé avec un mélange de pitié et de curiosité. Ma mère s'attendait à ce que la révélation me détruise. Au lieu de cela, elle a exposé une autre faiblesse de son histoire. L'acte de naissance indiquait mon père comme étant Raymond Parker. Que nous partagions ou non le même ADN ne changeait pas mon identité légale, le fonds de placement signé par ma grand-mère ou le fait que ma mère ait falsifié mon endossement. J'ai demandé si ma grand-mère était au courant de ma filiation. Ma mère a dit oui. J'ai produit une copie du texte du fonds de placement obtenu par l'intermédiaire de mon avocat. Il m'identifiait par mon nom légal complet, ma date de naissance et mon numéro de sécurité sociale. Il comprenait également une lettre manuscrite de ma grand-mère déclarant que les fonds étaient spécifiquement destinés à mon éducation et à mon futur studio. Le sang n'avait jamais été une condition. Ma mère avait noirci le nom du médecin traitant sur l'acte de naissance pour créer l'apparence d'une information paternelle manquante. Le document en lui-même ne prouvait rien à part sa volonté de le manipuler. Puis mon père a parlé. Il a dit qu'il avait commandé un test ADN privé des années auparavant après avoir trouvé de vieilles lettres. Les résultats montraient qu'il était mon père biologique. Ma mère avait inventé l'histoire de la liaison pendant une dispute et l'avait réutilisée plus tard chaque fois qu'elle voulait l'effrayer. Il avait gardé le test parce qu'il craignait de la confronter. Il a posé le rapport sur la table. Ma mère l'a qualifié de faux. Mon père a répondu, « Ce mot ne te protège plus ». Je me suis tourné vers Grant et j'ai demandé s'il savait que son acompte de mariage était censé provenir d'un compte financé entièrement par moi. Il a dit que Ale lui avait dit que ses parents avaient vendu une propriété d'investissement. Je lui ai tendu le résumé des transactions. Ale a essayé de l'empêcher de le lire, mais il a éloigné sa chaise. L'atmosphère de la pièce a basculé rapidement. Mes tantes ont appris qu'une partie de l'argent d'urgence familiale que ma mère leur avait emprunté avait payé des services nuptiaux.
Mon cousin a appris que notre mère avait utilisé son adresse sur l'un des formulaires de compte contestés. Grant a appris que Haley connaissait l'existence de la signature falsifiée depuis des années. Ma mère m'a accusé de préparer une embuscade, bien qu'elle ait invité tout le monde. Puis j'ai présenté le dernier document, un audit interne de l'entreprise de mon père. En retraçant les transferts, la banque a découvert que ma mère avait redirigé les provisions des clients vers le même compte 4419. L'entreprise de mon père était en difficulté non seulement à cause de contrats perdus, mais parce que plus de 60 000 $ avaient été retirés sur 3 ans. Une partie de l'argent a financé la boutique de Haley. Une partie a financé des dépenses personnelles. Une partie restait inexpliquée. Mon père a regardé ma mère comme si le sol avait disparu sous lui. Elle a dit qu'elle avait déplacé les fonds pour les protéger des impôts. Grant a dit doucement que cela ressemblait à de la fraude. Elle lui a crié de rester en dehors des affaires familiales. Ma mère a exigé que mon père choisisse entre sa femme et une fille qui essayait de les détruire. Pendant des décennies, il l'avait choisi par le silence. Cette fois, il s'est levé, a retiré son alliance et a dit qu'il contacterait un comptable et un avocat. Le lendemain matin, il ne me défendait pas par bravoure soudaine. Il avait finalement peur que ses actions puissent lui coûter son entreprise et sa liberté. Même ainsi, le choix comptait. Ma mère s'est tournée vers Haley. « Tu sais pourquoi j'ai fait ça ? » Dis-leur. Haley a ouvert la bouche mais n'a pas pu parler. Grant lui a demandé directement si elle avait su que la compte du complexe hôtelier me serait pris. Après une longue pause, elle a chuchoté, « Je savais que Mia payait généralement. » Grant s'est retiré du demi-cercle et a dit que le mariage était reporté jusqu'à ce qu'il comprenne l'étendue de la tromperie. Haley a commencé à pleurer et m'a reproché de l'humilier. Je lui ai dit que l'humiliation venait d'être exposée, pas de la personne qui avait révélé la vérité. Mes tantes sont parties avec des copies des relevés. Mon cousin a dit qu'il corrigerait l'histoire dans la discussion de groupe familial parce que ma mère avait dit à tout le monde qu'Owen m'abusait financièrement. Le public soigneusement choisi par ma mère était devenu un groupe de témoins contre elle. Avant de partir, j'ai placé ma lettre non envoyée sur la table basse. Elle ne contenait aucune insulte, aucune menace ou exigence. Elle énumérait ce qui avait été pris, ce qui avait été falsifié et quelles limites existeraient désormais. Aucun contact direct, aucun argent, aucun accès à mon domicile ou à mon lieu de travail. Toute communication future devait passer par un conseiller juridique jusqu'à la fin de l'enquête. Ma mère a déchiré la lettre en deux et a dit que je regretterais d'avoir abandonné mon sang. J'ai regardé la pièce qu'elle avait vidée un mensonge à la fois et j'ai répondu, le sang ne m'a jamais obligé à disparaître pour que tu puisses survivre. Alors qu'Owen et moi marchions à l'extérieur, Haley nous a suivis. Elle a demandé s'il y avait un moyen de réparer ce qu'elle avait fait. Je lui ai dit que les excuses n'étaient pas des promesses. C'étaient des modèles de comportement, et les siens n'avaient pas encore changé. Les conséquences ne sont pas arrivées en une seule explosion dramatique. Elles sont venues par le biais de transferts annulés, d'appels sans réponse, d'avis juridiques, de conversations honnêtes et du lent effondrement d'un système qui avait dépendu de mon silence. La banque a terminé son enquête en premier. Elle a confirmé que ma signature avait été copiée sur la demande de copropriétaire et que la fausse adresse électronique avait été utilisée pour usurper mon identité. Parce que j'avais rapidement documenté les transactions non autorisées, plusieurs paiements récents ont été annulés, y compris les frais de 8 600 $ pour le complexe hôtelier. Les retraits plus anciens ont fait l'objet d'une plainte civile. Mon avocat a également rouvert le dossier du fonds de placement de ma grand-mère. Les questions de prescription étaient compliquées, mais l'endossement falsifié et les dossiers dissimulés nous donnaient des motifs pour poursuivre la restitution. Ma mère n'a pas été emmenée menotter, et je ne prétendrai pas que la justice ressemble toujours à cela au cinéma. Elle a été interrogée par des enquêteurs financiers et obligée de remettre des documents. La fausse plainte à la police a affaibli chaque explication qu'elle a offerte par la suite. Mon père s'est séparé d'elle en l'espace d'un mois et a emménagé dans une petite location pendant que des comptables examinaient l'entreprise. Plusieurs clients sont partis après avoir appris que leurs provisions avaient été mal gérées. Il a fini par fermer l'entreprise, a vendu l'équipement et a commencé à négocier des plans de remboursement. Il s'est excusé auprès de moi dans une lettre de 4 pages. Je l'ai lu une fois. Je n'ai pas répondu immédiatement. Ses remords étaient peut-être sincères, mais la sincérité ne restaure pas les années qu'une personne a abandonnées à la lâcheté. Des mois plus tard, j'ai accepté de le rencontrer en présence d'un thérapeute.
Reconstruire quoi que ce soit dépendrait de ce qu'il faisait de manière cohérente, pas de ce qu'il disait quand les conséquences arrivaient. Le mariage de Allen n'a jamais eu lieu. Grant a mis fin aux fiançailles après avoir découvert des dettes supplémentaires qu'elle lui avait cachées. Au début, elle m'a blâmé publiquement, publiant que sa sœur jalouse avait détruit la famille pour de l'argent. Je n'ai pas répondu par des insultes ou des détails privés. J'ai partagé une déclaration mesurée avec les proches qui avaient été contactés, j'ai mis fin à mon soutien financier après avoir découvert des transactions non autorisées et des documents falsifiés. L'affaire est traitée par les voies légales appropriées. Je n'en discuterai pas davantage. Puis j'ai joint la confirmation de la banque que j'étais la seule propriétaire du compte. Les faits ont accompli ce que les arguments n'ont jamais pu faire. Les membres de la famille qui m'avaient condamné ont commencé à poser des questions à ma mère. Elle a bloqué plusieurs d'entre eux. D'autres ont comparé leurs histoires et ont découvert qu'elle leur avait emprunté de l'argent en invoquant différentes urgences. L'image qu'elle avait gardée pendant des décennies s'est effondrée parce que les gens ont finalement cessé d'accepter des versions séparées de la vérité. Sans mes paiements mensuels, ma mère ne pouvait pas entretenir la maison, couvrir ses prêts personnels et continuer à financer Allen. La propriété a été vendue pendant la séparation. Elle a emménagé dans un appartement plus petit et a dit à tout le monde que je l'avais rendue sans abri. Je me suis rappelé que perdre une maison qu'elle ne pouvait plus se permettre n'était pas la même chose que d'être abandonnée sans abri. Sa santé s'est détériorée sous l'effet du stress. Mais j'ai refusé de laisser la maladie devenir un autre outil de contrôle. Quand elle envoyait des messages se plaignant de douleurs thoraciques, je contactais les services d'urgence au lieu d'accourir avec de l'argent. Quand l'hôpital confirmait qu'elle était stable, elle m'accusait de cruauté. J'avais finalement appris la différence entre fournir une aide appropriée et sacrifier ma vie. Pendant près de 7 mois, Allen et moi n'avons eu aucun contact. Puis elle m'a envoyé une lettre sans demande, excuse ou facture de mariage. Elle a écrit qu'elle avait commencé une thérapie, trouvé un travail administratif à temps plein et déménagé de l'appartement de notre mère après avoir réalisé qu'on faisait pression sur elle pour répéter les mêmes mensonges. Elle a joint un échéancier de remboursement pour l'argent de mon compte qui lui avait directement profité. Les versements étaient petits, mais le premier paiement avait déjà été encaissé. Plus important encore, elle ne m'a pas demandé de retirer ma plainte ou de lui pardonner. Elle a écrit, « J'ai continué à me qualifier de victime parce que c'était plus facile que d'admettre que j'en profitais aussi. Tu n'étais pas responsable de me sauver des choix que je refusais d'examiner. J'ai accepté de la rencontrer dans un lieu public. Je ne l'ai pas serrée dans mes bras immédiatement et je ne lui ai pas dit que tout était oublié. Le pardon, pour moi, ne signifiait plus restaurer l'accès. Cela signifiait lâcher le besoin de punir quelqu'un tout en me protégeant de la répétition. Je lui ai dit que nous pourrions commencer par une conversation par mois. Pas de dépendance financière, pas de message porté de la part de notre mère, pas de pression pour jouer la comédie de la sororité pour les vacances ou les photographies de famille. Elle a accepté ces conditions. Au fil du temps, elle a commencé à montrer des changements par des actions. Il reste incertain si nous deviendrons un jour proches, mais l'incertitude est plus saine qu'une fausse paix achetée avec mon silence. Mon mariage est devenu plus fort après la crise. Non pas parce qu'Owen m'a sauvé, mais parce qu'il a refusé de remplacer ma mère en tant que personne prenant les décisions à ma place. Il est resté à mes côtés pendant que j'apprenais à faire confiance à mon propre jugement. Nous avons converti une partie de notre maison en un petit studio de recherche, quelque chose que je croyais autrefois que le fonds de placement de ma grand-mère créerait pour moi. Je l'ai financé moi-même avec de l'argent qui ne disparaissait plus dans des urgences inventées par d'autres personnes. Au-dessus de mon bureau, j'ai encadré la seule page de ma lettre non envoyée que ma mère n'avait pas déchirée. Elle dit, « Je me pardonne d'avoir confondu l'endurance avec l'amour. » C'est la leçon que j'ai retenue. Le sang n'est pas une permission. Un nom partagé, une histoire ou une enfance ne donne à personne le droit de s'approprier vos revenus, votre mariage, votre réputation ou votre paix. Une vraie famille n'exige pas qu'une personne se fasse toute petite pour que tout le monde puisse rester à l'aise. Une vraie famille respecte les limites même quand ces limites sont dérangeantes. S'éloigner de proches toxiques n'est pas toujours une vengeance et ce n'est pas automatiquement de la cruauté. Parfois, c'est le premier acte honnête de respect de soi dans une vie construite autour de l'obligation. Ma mère a perdu le contrôle parce que j'ai arrêté de me disputer avec sa version des événements et que j'ai commencé à préserver des preuves. Mon père a perdu son mariage et son entreprise parce que le silence a fini par devenir une participation. Allen a perdu ses fiançailles parce que l'amour ne pouvait pas survivre à la tromperie financière.
Et j'ai perdu le fantasme qu'un sacrifice parfait ferait finalement en sorte que ma famille m'apprécie. De toutes ces pertes, la mienne a été la seule qui m'a libéré. Je n'ai pas pardonné à ma mère de la manière dont elle l'exigeait. Je n'ai pas rétabli le contact, envoyé de l'argent ou fait semblant que le passé était un malentendu. Je me suis pardonné d'avoir mis si longtemps à partir. Parfois, la guérison commence non pas lorsque la personne qui vous a fait du mal s'excuse, mais lorsque vous acceptez que vous n'avez plus besoin de sa permission pour vivre différemment. Alors dites-moi honnêtement, si votre famille ne venait pas à votre mariage, exigeait des milliers de dollars le lendemain matin, puis utilisait la police pour vous effrayer et vous obliger à obéir, auriez-vous envoyé le dollar? Ou les auriez-vous coupés de votre vie avant même qu'ils n'atteignent votre porte d'entrée? Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.